quelquefois si drôle, sur un coin d'épaule. Oh oui, si drôle. Regard qui frôle. Quelquefois si seul, parfois elle le veut. Oui, mais si seul. Oui, mais si seul. Bonjour et bienvenue dans l'émission Femmes dans tous ses états. Je reçois aujourd'hui Sophie Kuhn. Bonjour Sophie. Bonjour Véronique et merci de m'avoir invitée à cette émission Femmes dans tous ses états. C'est un grand plaisir de te recevoir aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais te présenter brièvement ? Alors, je rappelle, donc je suis Sophie Kuhn, j'ai 62 ans et ça fait 7 ans que je suis très heureuse à Pornic. J'ai 4 enfants de 24 de 24 à 34 ans et je suis ravie de répondre à tes questions. Et moi aussi. Et nous avons été présentées, Sophie, par un ami en commun. On le salue d'ailleurs. Coucou Xavier. Coucou Xavier. Qui a tout de suite pensé à toi quand il a entendu parler de mon émission. Car il a pensé que ton mode de vie pouvait intéresser nos auditrices et nos auditeurs, et m'intéresser moi également, bien sûr. En effet, après avoir vécu plusieurs années en Afrique du Sud, vous avez voyagé pendant plusieurs années avec votre famille, ton mari et toi, en catamaran à voile. Peux-tu d'abord nous dire ce qui a motivé cette décision de partir ? Était-ce un projet de toujours ou est-ce que c'est venu d'un seul coup ? Effectivement, nous sommes partis d'Afrique. Nous avons construit notre bateau en Afrique du Sud après 20 ans de mariage, et le désir de mettre les voiles au vrai sens du terme faisait presque partie de notre contrat de mariage. On s'était dit, on aimait tous les deux la mer, et on s'était dit le jour où on aura le temps et l'argent, parce qu'on voulait le faire dans de bonnes conditions, on mettra les voiles. Voilà. Et la vie professionnelle a fait qu'on a pas mal bougé, de Lille à Paris, de Paris à Cape Town en Afrique du Sud. Et à Cape Town, une belle fenêtre s'est ouverte parce que les enfants, l'aîné de nos enfants venait de passer le bac. Le dernier rentrait au CM1 et le numéro 3 rentrait en 6e. Donc ça correspond à des changements de cycle scolaire qui étaient idéaux pour envisager une scolarité itinérante. Donc c'était le bon moment. C'était le bon moment, c'était le bon créneau. Voilà. Et donc, on a parlé d'un catamaran à voile. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce bateau ? Oui, alors ce bateau, en fait, il est sorti d'un chantier qui se situait à Saint-Francis-Bay, sur la côte sud-africaine, la côte indienne de l'Afrique du Sud. En fait, c'est un petit chantier sud-africain qui construit environ 4 catamarans par an. L'avantage, c'est que ce bateau, en fait, on a acheté les coques et on l'a construit à l'image de notre vie familiale. Donc, c'était très drôle parce qu'on allait toutes les 3 semaines suivre la construction de ce bateau. On a sympathisé avec tous les ouvriers du chantier qui sont devenus presque des amis. On est parti, le plus jeune avait 9 ans, donc il était encore à l'âge des cornflakes au petit déjeuner. Oui. Donc il nous a construit des étagères dans la cuisine du bateau, à la hauteur des paquets de cornflakes, pour que je puisse les ranger facilement. Notre fils aîné et le numéro 2 sont très musiciens, donc ils nous ont intégré un keyboard dans le bateau, et on a été le premier catamaran du chantier à avoir une cuisine en haut. Pas dans les coques, parce qu'en général, les cuisines des catamarans sont dans les coques. Mais comme on voulait avoir une vie de famille, que la partie centrale allait être la salle de classe, la salle à manger, le salon, je voulais pouvoir, en cuisinant, surveiller les enfants. Voilà. Donc, on a été les premiers à avoir une cuisine. Donc, un bateau sur mesure, quoi. Un bateau sur mesure. Pour votre famille. On a parlé un peu musique ensemble quand on s'était vu pour préparer. Oui. Alors, on va entendre un petit peu, à certains moments, cette très belle musique. Alors, évidemment, quand je t'ai demandé ce qui te plaisait comme musique, tu as cité tout naturellement Rod Stewart avec I Am Sailing. On en écoute un petit peu. I am sailing
across the sea. I am sailing stormy waters to be near you, to be free. To be free. Est-ce que le fait d'être libre, ça a motivé aussi ce départ? Essentiellement. 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 En fait, on voulait... donc, c'est un projet familial et on voulait vraiment offrir le monde d'une manière différente aux enfants, leur faire découvrir d'une manière différente et leur montrer qu'on pouvait être acteur et pas seulement subir, entre guillemets, la société de consommation, qu'on pouvait aussi être acteur. Et pendant combien de temps est-ce que vous êtes parti? Alors, on est parti, on a navigué 6 ans et demi. D'accord. La maison, enfin le bateau a été la maison pendant 7 ans, mais on a vraiment navigué, on était sur l'eau pendant 6 ans et demi. Où est-ce que vous êtes allé pendant ces 6 ans et demi? Je vais juste préciser, parce que pour rassurer, quand on a dit qu'on partait autour du monde avec 4 enfants, la famille était particulièrement inquiète. La première question, c'était « Mais combien de temps? Vous partez combien de temps ?» Ah oui. Difficile, parce qu'on ne s'était pas donné de limites. Mais pour rassurer, en fait, les amis, la famille, on a dit qu'on partait 3 ans. Oui. Voilà. Et on s'était dit que si ça ne marchait pas, parce que c'était quand même un projet un petit peu fou, eh bien, on reviendrait et puis on ferait autre chose. Oui, il y avait possibilité de revenir en arrière. Voilà. Et en fait, on est parti. Voilà. Donc, au bout de 3 ans, quand ils ont vu qu'on était encore au milieu de nulle part, ils nous ont dit, vous n'allez pas rentrer tout de suite. On dit, non, en fait, ça se passe bien. On va continuer. Parce que c'est vrai que souvent les familles qui partent comme ça partent un an. Enfin, ils se donnent en fait un temps, un laps de temps défini dès le départ. Parce que nous, on a eu beaucoup de chance. On avait tout vendu, en fait, pour partir. Mais il y a beaucoup de familles qui ont déjà la chance de prendre une année sabbatique. C'est déjà énorme. Oui. Et Oui. dans ces cas-là, on appelle ça faire le tour du laitier, c'est-à-dire faire le tour des îles antillaises, traverser Oui. l'Atlantique, faire le tour des Antilles. Mais c'est déjà magnifique de pouvoir le faire. Et nous, on a eu cette grande chance d'avoir la possibilité de ne pas se donner de limites. Et du coup, quelles ont été les destinations? Alors, les destinations, comme on a construit le bateau en Afrique du Sud, on a attaqué tout de suite par une transatlantique, D'accord. mais une transatlantique sud. On ne connaît pas, par exemple, les Canaries, on ne connaît pas les Açores, qui est en général la première destination des gens qui traversent l'Atlantique. Mais comme on partait du sud, donc nous, on a commencé par l'Atlantique Sud. Donc, la première escale a été sur l'île de Sainte-Hélène, ensuite l'île d'Asunción, et ensuite on a traversé sur le Brésil. Du Brésil, on est remonté par la Guyane française pour atterrir ensuite à Trinidad et Tobago, le sud de l'arc antillais. On a remonté tout l'arc antillais. Après l'arc antillais, on a passé 2 ans là parce que justement les amis et la famille pouvaient venir nous voir. C'était facile depuis la France Oui. d'atterrir à Saint-Martin ou en Martinique ou en Guadeloupe. Donc on a eu beaucoup de monde qui sont venus passer les vacances à bord du bateau et ça c'était la fête à chaque fois. Oui, ça vous permettait de garder un contact avec la famille. en plus. Exactement. Et ensuite, on est remonté toute la côte américaine en s'arrêtant à New York, en ayant la chance de mouiller derrière la Statue de la Liberté. Ça, personne ne savait qu'il y a un mouillage public qui est même pas payant, juste derrière la Statue de la Liberté. Très chouette. Et ça, c'est des souvenirs absolument uniques. On était en apnée, là. Quand on a mouillé au pied de la Statue de la Liberté, on était en apnée. Voilà. Et puis Belle ensuite, on est histoire. remonté jusqu'à la frontière canadienne. Absolument magnifique. Le Maine, ça reste une de nos côtes préférées. Nous sommes redescendus tout en bas jusqu'au Mexique, Belize, Guatemala. Alors Guatemala, on ne savait même pas qu'on pouvait rentrer en bateau au Guatemala. Et on avait rencontré des Québécois qui nous avaient dit si vous passez par là, il faut absolument remonter la rivière du Rio Dulce. Et vous allez voir, c'est extraordinaire. Et ça aussi, c'est la beauté du voyage, c'est qu'on ne s'était pas donné de points. Ah, bah oui, j'allais vous demander si tout était programmé d'avance. Rien n'était programmé d'avance, c'était tout en fonction des rencontres. Bien. Et donc le Guatemala, par exemple, on le savait 3 semaines avant, on ne savait même pas qu'on pouvait aller au Guatemala en bateau. Et nous y sommes restés 5 mois. On a eu le coup de cœur pour le pays, coup de cœur pour les habitants, coup de cœur pour la marina où on était installés. Pour les enfants, je crois que ça reste un des plus beaux, aussi une des plus belles escales parce qu'ils allaient faire le CNED tous les matins sous la palapa, donc avec les autres bateaux. C'était voilà. Donc on n'avait pas du tout prévu de passer 5 mois au Guatemala. Guatemala. Voilà. Et ensuite, on est descendu sur Panama, on a traversé le canal de Panama. Donc ça, c'était facile, c'était en janvier 2013. Et là, quand on traverse le canal de Panama et que l'écluse s'ouvre sur le Pacifique, et ben là, on n'a plus le choix. Il faut y aller. Parce qu'en fait, il y en a beaucoup dans l'Atlantique, on rencontre beaucoup de bateaux, justement des gens qui ont eu la chance de prendre une année sabbatique avec des enfants.
Mais quand on a passé la dernière écluse du canal de Panama et que c'est le Pacifique qui s'ouvre, bah là, il n'y a plus beaucoup de monde. Ouais. C'est une autre aventure. Parce qu'on sait que quand on va traverser la première terre, bah, ça sera les Marquises. Oui. Et là, c'est 3 semaines de 3 semaines de navigation. navigation. Ouais. Ouais. C'est la plus grande distance qu'on ait fait sans voir la terre. D'accord. Ah non, en fait, après Panama, on a fait les Galapagos. On s'est arrêté aux Galapagos. Oui. C'est la plus grande distance, c'est entre les Galapagos et Et les Marquises. Oui, c'est la plus grande distance entre deux terres. Et après, les Marquises. Alors les Marquises, l'émerveillement, alors c'est pas du tout un stéréotype ni une caricature. Les Marquises, c'est comme Brel l'a chanté, Ah oui. c'est juste magique. Gauguin, Brel, enfin les Marquisiens, enfin on a adoré. Ensuite, donc la Polynésie, Tahiti, on a fait les Tuamotu, l'archipel des Tuamotu et ses perles. Et ensuite, on a continué sur les îles Cook. Oui. Et là, attendez, après les îles Cook, on est descendu sur les Salomon, pas les Salomon, excuse-moi, les Samoa. D'accord. Les Samoa, les Fidji, la Nouvelle-Calédonie, Oui. les Vanuatu, les îles Salomon. On a retraversé au nord de l'Australie pour passer dans l'océan Indien. Et Ouais. là, on a fait la Papouasie-Nouvelle-Guinée, toute l'Indonésie jusqu'à Bali. On est remonté Bornéo, la Malaisie, alors la Thaïlande, le Sri Lanka, donc en fait tout l'océan Indien, Oui. la fameuse île Rodrigue, qui a été Oui. notre number one Ah oui. destination. Tiens. Maurice, la Réunion, Madagascar. Au bout de ça faisait 6 ans déjà qu'on naviguait. L'Afrique du Sud, voilà. Et là, donc le bateau a fait un vrai tour du monde. Un tour du monde. Et il est revenu à son chantier d'origine. Ils étaient très émus parce qu'on a retrouvé la même équipe qui avait construit le bateau 6 ans après, et de voir que 6 ans après, ce bateau, je pense que c'est le seul, avait vraiment fait un vrai tour du monde. Voilà. Et au bout de 6 ans, on s'est posé 3 mois en Afrique du Sud en se demandant qu'est-ce qu'on faisait, quel était l'avenir, est-ce qu'on continuait à naviguer, est-ce qu'on vendait le bateau et qu'on se réinstallait en Afrique du Sud. J'avoue qu'il nous a bien fallu 3 mois et demi pour prendre une décision. Et la décision a été de vendre le bateau et de recommencer une vie à terre. Voilà. On en reparlera tout à l'heure. En tout cas, on vient de voyager avec toi, là. C'était sympa. On a fait le tour du monde en quelques minutes. Petite question, on va parler un peu des enfants. Oui. Quels âges ils avaient, les enfants, quand vous êtes partis? Alors, quand on est parti, donc le plus jeune, Oscar Louis, avait 9 ans. Et Marie-Alizée en avait 11. Pierre-Loïc en avait 16. Et Louis-Victor, 18. Et Voilà. comment ont-ils suivi leur scolarité pendant le voyage? Alors, c'était la question, parce que donc nous habitions l'Afrique du Sud. Donc, ils étaient scolarisés dans une école sud-africaine, donc en anglais. Ah oui. Et si on partait comme ça pour faire une scolarité flottante, le meilleur outil, c'était le CNED. Et le CNED, Oui. c'est en français. Ah Donc, oui. les 2 plus jeunes ont basculé de l'anglais au français avec le CNED. Le Pierre-Loïc, qui avait donc 16 ans, il rentrait à l'équivalent d'une première en Afrique du Sud. C'était trop tard, en fait, pour faire une terminale à bord du bateau. Donc lui, il est reparti, il a terminé ses 2 ans chez des amis en Afrique du Sud. Mais par contre, il venait nous retrouver sur le bateau à toutes les D'accord. vacances scolaires. Très régulièrement. Et l'aîné, on l'a laissé à Sainte-Hélène, sur l'île de Sainte-Hélène, qui a été donc notre première escale au bout de 11 jours de traversée, parce qu'il avait eu, alors donc lui, il venait de passer le bac, il allait être étudiant dans une université canadienne 9 mois après, parce que c'est l'hémisphère nord, et il y avait passé le bac dans l'hémisphère sud. Il avait donc ce qui s'appelle un gap year de 9 mois. Il en a passé 4 sur l'île de Sainte-Hélène à traduire les archives de Napoléon grâce à une bourse de la Fondation Napoléon. Mais on a traversé en famille, et Pierre-Loïc, qui est donc reparti en Afrique du Sud avec le cargo. Louis-Victor est resté 4 mois sur Sainte-Hélène. Donc là, ça a été un moment extrêmement fort de notre vie familiale, parce qu'on a toujours vécu en tribu. Et là, d'un seul coup, du jour au lendemain, on abandonnait 2 enfants au milieu de l'Atlantique Sud. Et quand je dis abandonner, c'était vraiment le mot, parce que l'île de Sainte-Hélène, à l'époque, en 2010, n'avait pas d'aéroport. Donc n'était accessible qu'en bateau. qu'en voilier. Ah oui. Enfin, en voilier ou
avec le fameux traversier qui faisait une rotation toutes les 5 semaines sur le cap Sainte-Hélène, Sainte-Hélène, Asunción, Asunción, la Namibie, et il redescendait. Donc notre numéro 2 a pris ce bateau. Donc nous, quand on a mis les voiles, nous, sur la traversée, sur le Brésil, il y en avait un qui repartait sur Cape Town en bateau, et l'autre qui était bloqué sur son rocher de Sainte-Hélène. Donc, pour une maman de laisser ses enfants, Horrible. Alors, ça n'a pas dû être facile. ça, je le raconte parce que ça a été terrible. Moi, pendant 48 heures, je n'ai pas pu parler, mais physiquement, c'était physique. Je ne pouvais plus articuler, je ne pouvais plus parler. Les 2 plus jeunes étaient en larmes parce que ils avaient perdu leurs 2 grands frères qui leur racontaient pilier des en histoires. plus. Oui. Leur pilier qui était vraiment la base, et puis qui les faisait rire, qui leur racontait des histoires et des blagues. Non, on s'est dit avec Robert Louis, bon, qu'est-ce qu'on a fait? On a tout cassé. Et puis 48 heures après, eh bien, la vie à bord a commencé à s'organiser. Autrement. Et puis de toute façon, De toute façon, il sera parti un jour. il serait parti un jour. Voilà. Ouais. Peut-être un petit peu trop tôt, mais bon. C'est ça, oui. Au moment où vous êtes parti, comment ça s'est passé quand vous avez commencé à monter sur le bateau? Pour les enfants, comment est-ce qu'ils ont vécu ça, de ne plus voir leurs camarades, de devoir apprendre autrement? Est-ce qu'ils ont été tout de suite partants pour ce projet? Oui. Enfin, difficile de les De faire répondre parler. pour eux? Oui, de répondre pour eux à 9 ans et 11 ans. Oui, je crois qu'ils étaient partants. On a toujours eu un petit peu l'esprit d'aventure, l'esprit de découverte. On a toujours voyagé en famille. Donc pour eux, je pense que ça faisait partie de... Et ben voilà, C'était naturel. C'était naturel. C'était le gène. Ah oui. Le gène d'accord. de la découverte, d'aller de Oui. l'avant. D'accord. Alors, la maîtresse du petit dernier, qui était un petit peu hyperactif, m'a quand même prévenu que j'allais avoir du mal à le canaliser. à le garder assis pendant les cours. Mais en fait, ça s'est très bien passé. Ah oui. Ça s'est très bien passé. Et ils ont rencontré d'autres enfants, j'imagine, pendant Alors, ils ont commencé à rencontrer d'autres enfants quand on est arrivé justement aux Antilles. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de familles qui prennent un an sabbatique et qui naviguent dans les Antilles. Oui. Mais toute la traversée de l'Atlantique Sud, la Guyane, là, non, c'était un petit peu... Ils étaient un petit peu seuls. On a commencé à rencontrer des familles en bateau aux Antilles. Mais alors là, par contre, on faisait l'itinéraire en fonction des rencontres. C'est-à-dire qu'on allait d'île en île en fonction des bateaux qui avaient des enfants. Alors là, je vais raconter une anecdote qui est très mignonne, je trouve, et très révélatrice. C'est quand on arrivait dans un mouillage, c'est vrai que les enfants avaient qu'une envie, c'était de rencontrer, mais nous aussi d'ailleurs, hein, de rencontrer du monde. On ne faisait pas ça pour s'éloigner, pour s'isoler. On a vraiment fait ce voyage pour les rencontres. Et alors, donc, ils prenaient leur annexe. Ils avaient une petite annexe à eux avec un petit moteur. Première chose, ils mettaient leur annexe à l'eau et ils faisaient le tour du mouillage et ils regardaient la taille des maillots de bain qui séchaient sur la filière. Et dès qu'ils voyaient des petits maillots de bain ou des petits t-shirts, ils allaient toquer. Ils toquaient sur la coque en disant « Il y a des enfants à bord !» Oui, ils avaient quand même ce besoin de retrouver d'autres enfants. Oui. Mais nous aussi, hein. Oui. Parce que la première chose qu'on faisait, dès qu'on arrivait, c'est pareil. On prenait, nous, les adultes, on prenait les annexes et puis on allait faire et c'est comme ça qu'on apprenait les belles escales, les belles histoires, ou l'inverse, les coins dangereux où il ne fallait pas aller. Oui. Donc ça a été très riche pour eux. Et qu'est-ce qu'ils en disent maintenant sur ce que l'ensemble de cette aventure leur a apporté? Je pense, mais c'est difficile toujours. Maintenant qu'ils sont adultes, et je crois qu'ils réalisent maintenant en fait la richesse de cette expérience. Parce que sur le coup, il faut rappeler que c'était notre maison, c'était la maison flottante. Oui. Donc c'était la vie de famille, donc il y avait les engueulades entre frères et sœurs, entre parents. Enfin, c'est une maison flottante. Oui. Donc on n'avait pas loué un bateau pour partir en vacances. Donc on avait une vraie vie de famille. Oui. Donc il y a eu tous ces aléas de la vie de famille. Alors, je peux raconter que Marie-Alizée nous a quand même demandé, à l'âge de 15 ans, donc ça faisait 4 ans qu'elle naviguait avec nous, et qu'elle était heureuse, je crois, sur le bateau, nous a quand même demandé si on ne lui volait pas sa jeunesse. Oui. Donc c'était une réflexion très mûre, très mûre, qui a été verbalisée. Donc c'était pour nous, enfin nous on l'a pris très au sérieux avec Robert Louis. Et en fait, c'est pour parler de comment le ressentent les enfants. Ce qu'elle m'a dit qui était très juste, c'est que mais maman, en fait, je ne sais pas ce que je vaux. Et je lui ai dit, mais ma chérie, valoir par rapport à qui, par rapport à quoi? Elle m'a dit, mais tu te rends pas compte
quand on rentrait, parce qu'on rentrait chaque année pour voir les parents et la famille en D'accord. France, il n'avait pas Internet, il n'avait pas Facebook, il ne connaissait pas les émissions de télé à la mode, donc il se sentait complètement décalé. Et donc, à 15 ans, je suppose qu'elle n'avait jamais embrassé un garçon, une fille. Oui, bah oui. Et donc, elle savait pas du tout ce qu'elle représentait dans la société. Ah oui, Voilà, donc elle a demandé à aller en pension, d'accord. justement pour voir ce qu'elle était capable de faire, elle, toute seule. Voilà. Le petit dernier, qui a donc fait 7 ans de CNED, lui nous a toujours dit, alors vous ne vous débarrasserez pas de moi, moi je veux faire un vrai tour du monde, je vais pouvoir dire que j'ai fait un vrai tour du monde. Le seul des 4 enfants qui a fait vraiment le Et tour c'est du le monde. seul qui a fait le vrai tour du monde, avec le chien. On avait un petit Ah. chien à bord qui a aussi fait le vrai tour du monde. Et pour toi, Sophie, parlons un peu de toi maintenant. Est-ce que ça a été difficile de partir et de te séparer des amis et de la famille? Comment les amis et la famille l'ont-ils pris? Et qu'est-ce qu'à toi ça a apporté? Alors, la famille était inquiète parce que les moyens de communication, ça a beaucoup changé là en 15 Oui. ans. Maintenant, tous les bateaux ont Internet. À l'époque, c'était quand on traversait l'Atlantique, il n'y avait pas de moyen de communication. Donc, la famille était inquiète quand on était en traversée. Mais après, je leur disais qu'en fait, on risquait bien moins que sur l'autoroute, que prendre l'autoroute entre Nantes et Paris. Au niveau risque, et puis en plus, on n'était pas des têtes brûlées. Donc, quand Oui. on faisait une traversée, on préparait la Oui, traversée. tout était calculé. Alors, quand c'est de grandes traversées, c'est sûr que sur 3 semaines, on ne peut pas prévoir la Oui. météo qu'on aura Oui. sur 3 semaines. Oui. Mais on n'a jamais pris de risque. Oui. Le but, c'était pas de battre des records, contrairement à ce qu'on voit en ce moment. C'est une autre démarche. Nous, c'était vraiment d'aller à la découverte du monde. On s'est donné on a essayé de se mettre toutes les chances de notre côté à chaque fois qu'on traversait. On essayait de minimiser les risques. Et ensuite, alors c'est très drôle parce que les gens sont persuadés, les amis, la famille, qu'en fait on vivait, qu'on était en vacances toute l'année, quoi. Donc on vivait avec une chemise à fleurs et un cocktail à la main avec un petit parasol dedans, quoi. C'était pas le cas? Mais c'était pas le cas parce que on faisait l'école. Et ce que Ah je disais, oui. au niveau éducation, moi alors en tant que maman, au début, après ça allait beaucoup mieux, mais au début je trouvais ça assez difficile. J'avais l'impression d'être toujours sur le dos de mes enfants. Ah oui. Parce que oui. j'étais la maman le matin, donc on se levait, on prenait le petit déjeuner. Et c'est pas parce qu'on est en bateau qu'il faut mettre les coudes sur la table et qu'il faut manger avec les doigts. Ouais. Ensuite, on passait à l'école, donc il fallait bien que je leur dise. C'était non, là, l'enseignante en il quelque sorte. fallait enseigner. Non, Ouais. là, t'as fait, non, là, tu recommences. Non, là, ça va pas. Ensuite, on repassait le déjeuner, même topo. Et écoute, non, on se tient comme il faut. Quand on était au mouillage, qu'il y avait d'autres bateaux, ils prenaient l'après-midi. Alors, on essayait de faire le CNED tous les matins, 4 heures tous les matins. Ça, D'accord. c'était la routine pour avancer. Même quand vous étiez en navigation? Quand on était en navigation et que les conditions météo étaient bonnes. D'accord. Alors, s'il y avait du vent et surtout de la houle, on n'allait Ok. pas leur faire un exercice de maths, la Oui. tête penchée sur le... Bien Donc là, sûr. c'était lecture. Ils en profitaient pour D'accord. avancer dans les bouquins. Mais autrement, quand on était au mouillage, c'était c'était vraiment comme s'ils allaient une vie, Oui. une vie Oui, oui, comme s'ils une vie allaient à scolaire. Quoi. l'école, Donc, oui. ils allaient à l'école. Et par contre, ils avaient tous les après-midi de libre. Donc ça, c'était sport. et c'était très pareil. Donc, ils prenaient leurs petits annexes. Et puis, à la radio, à 12h30, ils s'appelaient les enfants des différents bateaux en disant, ça y est, t'es prêt, t'as fini. Rendez-vous à 14h. Donc, à 14h, ils prenaient tous leur petite annexe ou leur planche ou ce qu'ils avaient. Et ils donnaient rendez-vous sur la plage. Et là, ils refaisaient le monde. Donc, ça, c'était le rythme scolaire. Et par contre, il pouvait arriver qu'ils ne rentrent pas le soir. Enfin, on les voyait bien, ils D'accord. étaient sur la plage. Mais on leur avait dit, 18h, tout le monde à bord, parce que il fait nuit de bonne heure sous les tropiques. J'avais pas du tout envie qu'ils reviennent de nuit, comme les parents. Toutes les mamans. Comme toutes les mamans. Donc, il nous arrivait aussi de les engueuler parce qu'ils D'accord. rentraient pas à l'heure le soir. En plus de ce rôle de maman et maîtresse, qui était déjà lourd. Alors, petite parenthèse, gros respect maintenant pour l'éducation nationale. C'est gentil. Non, mais c'est vraiment du fond du cœur, parce qu'il faut vraiment une patience. Oui, c'est ce qu'ont dit les parents pendant le confinement aussi. Oui. Voilà. Et alors, en plus de ce rôle de maman, mais que j'aurais assuré de toute façon à terre, Oui. j'avais le rôle d'équipière. Ah, Et ça, intéressant. c'était une autre paire de manches, parce que quand on a un capitaine, il n'y a qu'un capitaine à bord, donc c'est normal, c'est tout à fait normal que tout l'équipage lui obéisse, mais on n'est pas toujours d'accord sur ses décisions, on n'est pas toujours d'accord dans la manière dont il nous parle. Donc, donc moi, j'avais mis les choses au point quand j'étais
pas ravi de la manière dont il me parlait ou des décisions qu'il avait prises. J'ai dit, OK, là, je suis l'équipière, mais je te préviens, ce soir, dans la cabine, je suis ta femme. Ça, c'est Et- dit. et ça, c'est dit. Et puis, donc, on avait la chance d'avoir un catamaran avec donc 2 coques et 2 pointes avant, avec deux petits sièges à l'avant des coques. Et ça, c'était mon signe quand j'allais m'asseoir à l'avant du bateau sur mon petit siège. C'était pas la peine de venir me voir. Voilà. Justement, dans les questions que j'avais prévues, c'était est-ce que c'est pas trop lourd d'être ensemble H24? Donc, vous aviez trouvé le moyen de vous garder des petits temps. Oui, alors c'est vrai qu'on avait l'avantage d'un catamaran, c'est qu'il y a des plages. Donc il y avait la plage arrière, on savait que c'était D'accord. la plage pour le fun. Voilà. D'accord. La plage avant, c'est qu'en général, on voulait être tranquille. Puis alors, quand on était assis sur les trucs à l'avant, c'était sur les petits sièges à l'avant des coques, là, c'est qu'on avait vraiment envie de voir personne. Voilà. Et tu parlais des différents rôles. Justement, le rôle de mère de famille, est-ce qu'il évolue un petit peu? Est-ce que tu as fait moins de tâches ménagères peut-être que tu faisais Oui, à la maison? oui et non. Parce qu'on en a des nouvelles. Il faut rappeler que le bateau a été notre maison pendant 6 ans. Oui, Une maison flottante, donc elle s'use. Elle a besoin de beaucoup d'entretien. Parce que d'accord. c'est l'eau salée. Mais effectivement, on se répartissait les tâches parce que ça faisait aussi partie de la routine du bord. Alors moi, personnellement, tous les matins, je gérais les réserves. Donc, D'accord. j'ouvrais tous les coffres, je regardais tout ce qui restait, tout ce qui s'abîmait et tout pour faire le menu de la journée. De façon à optimiser l'approvisionnement. Et en général, j'étais le chef à bord. Et donc, le chef ne faisait jamais la vaisselle. On n'a pas de machine à bord du bateau. Donc, le chef ne fait jamais la vaisselle. Donc, la vaisselle qui fait partie des corvées du bord, qui est 3 Oui. fois par jour quand même. Elle était tirée au sort tous les soirs à l'apéritif. On la jouait aux cartes. Donc Ah, voilà. d'accord. Donc celui qui perdait faisait la vaisselle. Et si c'était le chef qui perdait, en l'occurrence moi, j'étais dispensée. Voilà. Et ensuite, les vaisselles se négociaient. Donc pouvaient se négocier contre un devoir du CNED, pouvaient se négocier. D'accord. Échange de bons procédés, comme on Échange dit. de bons procédés. Voilà, voilà. Et donc ça fait partie des anecdotes du bord qui est C'est amusant. ouais, bien sympathique. Bien sympathique. Et donc, quand tu es rentrée, toi, tu as eu l'impression d'être une autre femme, que les choses avaient changé pour toi. Qu'est-ce que tout ce voyage t'a apporté personnellement? Oui. Juste pour revenir sur le fait H24, Oui, bon, j'ai toujours travaillé avec mon mari, j'ai toujours travaillé avec mon d'accord. père Louis. Parce que c'était vrai que c'était la première question qu'on me posait, mais comment t'as fait pour le supporter Mais le supporter, ça aurait été n'importe qui, et pas vice-versa. lui personnellement. C'était Et vice-versa, supporter ton peut-être conjoint. aussi. Et vice-versa, exactement. Et en fait, on a toujours travaillé ensemble, D'accord. toujours travaillé ensemble dans le même bureau pratiquement. Donc finalement, c'était la continuité un petit peu de notre vie professionnelle. Oui, alors ce que j'en ai retiré dans ma vie de femme, c'est l'indépendance, parce que on ne peut compter sur personne à part son équipage, quoi. Je veux dire, mais autrement, on ne peut compter sur personne. Donc, si vous arrive quelque chose, pas dire ah bah oui, je vais appeler le dépanneur, je vais appeler SOS machin, je vais appeler non pour tout. Un grand détachement par rapport à la société de consommation. Ah, oui. Oui. Vraiment, je sais pas comment l'exprimer, mais ça me paraît tellement futile, peu important dans la vie, Ouais. dans ce qu'on vit. Ouais. Vraiment, qui m'a frappée en rentrant. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Alors, petite anecdote pour expliquer ce propos. On est resté 2 mois, plus de 2 mois à Cuba. D'accord. Et en fait, à Cuba, on était une période où vous êtes en pleine crise. Donc, ça a vraiment été, quand je dis compliqué pour trouver de quoi se nourrir, tout simplement, on dépendait beaucoup des pêcheurs qui nous apportaient, en fait, c'est triste, mais pendant 2 mois, on a mangé que de la langouste. D'accord. Mais parce qu'on était dans les eaux, on n'était pas dans les marinas, on D'accord. était au milieu des îles et qu'on rencontrait des pêcheurs qui, eux, bah oui. n'avaient que ça et qui étaient trop contents de nous l'échanger contre des spaghettis, contre des Ah thys, oui, contre le troc. enfin, mais du vrai troc. Et quand on est arrivé, on a traversé de Cuba sur le Mexique, on s'est arrêté à Isla Mujeres, qui est une île très touristique, en fait, et on est arrivé on a mouillé. Et je n'avais, quand je dis plus rien, mais j'avais plus un gramme de riz, j'avais plus rien sur le bateau. Ah oui. Et donc, je me suis précipitée dans un supermarché. Eh bien, je suis ressortie sans rien. Pareil, le blocage était devant tous ces rayons. Je me dis, c'est pas possible. Il y avait le choix de céréales, il y avait le choix de fruits, il y avait du choix. Et je suis ressortie j'étais incapable de prendre quelque chose dans le rayon. Et bon, évidemment que tout de suite, 10 minutes après, je suis rentrée. Et là, j'ai rempli 2 chariots Ah oui. pleins. Mais
j'ai vraiment, et c'est vrai de vrai, quoi. Je suis ressortie, j'avais pas été capable, tellement j'étais Ah surprise oui, par un vrai recul par rapport Ouais. à la société de consommation. Oui, Ouais. vraiment. Ouais. Vraiment. Je m'en fiche. Je veux dire, s'il n'y a pas, eh ben, il n'y a pas. Je veux dire, c'est vraiment pas, c'est Ouais. vraiment pas un souci. Voilà. Et les actualités, tout ce qui se passait dans le monde. Alors c'est pareil, on est complètement déconnecté. Quand on arrive à terre, alors en marina, pas au mouillage, mais quand on arrivait en marina, effectivement, là, on avait des connexions, on avait des connexions Internet. Et c'est fou comment, d'un seul coup, on se reconnecte immédiatement. On a envie de savoir. Alors qu'on s'en est Oui. passé Ouais. pendant des semaines. Et dès qu'on arrive, c'est un espèce de, je sais pas, c'est un espèce de besoin. On veut tout savoir. En fait, on veut tout savoir. Et on se rend compte que finalement, ben, ça n'a pas beaucoup changé. Ben, c'est toujours les Ouais. mêmes. Ouais. Toujours les mêmes clowns, toujours les mêmes. Je veux dire, ça n'a pas beaucoup évolué. Si on avait appris, si dans les chocs, on avait appris les attentats du Bataclan, je me souviens, D'accord. on arrivait juste à la Réunion et on se demandait pourquoi c'était plombé. Enfin, on se dit, mais qu'est-ce qui arrive? On est descendu à terre et on sentait qu'il s'était passé quelque chose. Mais Ah oui, Et en fait, c'était en plein attentat du d'accord. Bataclan. Ouais. Ouais. Et toi, est-ce que tu as l'impression d'en avoir retiré une plus grande force, un œil différent sur la vie? Oui, oui. Enfin, humblement, hein, je ne cherche pas à Ouais. donner de leçons, rien Ouais. du tout. Oui, et puis alors, les amitiés. Je- Ah, C'est pas beau ce que je vais employer comme mot, mais l'écrémage. Parce qu'en fait, oui. non, mais Oui. on avait l'impression. Alors, tant que tu as une vie professionnelle riche et très. On avait beaucoup de relations professionnelles. On intéressait beaucoup de monde. Voilà, donc il y avait beaucoup de gens qui s'intéressaient. Et à partir du moment où tu pars et que tu ne rapportes plus rien, parce que tu rapportes plus rien à la société, Ouais. et bien là, d'un seul coup, toutes les amitiés, elles fondent comme neige au soleil. Et c'est très drôle. Et tous les gens qui la ramenaient, on se dit, ah bah ça, c'est des gens qui vont... Plus rien, zéro. Et d'autres, par contre, qui d'un seul coup, ah, c'est extraordinaire ce que vous faites. Alors, je serais incapable de le faire, mais vraiment, chapeau. Et on avait fait une liste, on n'a jamais eu de blog, mais des personnes nous avaient demandé de leur envoyer, on a fait une newsletter qu'on Oui. envoyait juste aux personnes qui nous avaient demandé D'accord. s'ils pouvaient nous suivre. Et on a vu à travers cette newsletter les personnes qui nous ont demandé de nous suivre. On a eu de merveilleux, des personnes d'ailleurs qui sont devenues des amis intimes parce que ils nous suivaient, mais d'une manière honnête, quoi. Je veux dire, c'était pas Intéressé. intéressé. Voilà, c'était juste. Ouais. Et encore maintenant, Ah oui. ça se sent. Oui, je ferai le parallèle par rapport aux gens, c'est plus triste, mais qui sont malades, par exemple, ou à qui il arrive un grand malheur dans leur vie. Souvent, ils disent que ça change complètement la vision des autres et Ouais. que les amitiés sont différentes. Et Ouais, ouais. je ne pensais pas que dans ce cas-là, ce serait la même chose. En fait. Complètement. Et alors, il y a une elle n'est pas légendaire, elle est pas. La solidarité des gens de mer, elle est extraordinaire. Ah, Mais extraordinaire. Ça, et puis donc dans les rencontres, tu vas rencontrer en mer des personnes que tu n'aurais jamais fréquentées Ah oui. fréquentées à terre. Et que tu revois, et là on revoit des personnes, mais jamais j'aurais eu la chance de les connaître Ouais. si on n'avait pas navigué. Mais parce que tu rencontres, tu as absolument toute la société en fait. On pense qu'il y a que les personnes qui ont les moyens, qui vont s'acheter un beau bateau, mais pas du tout. Il y a des jeunes couples qui mettent toutes leurs économies de 2 ans de travail pour justement pour partir à la découverte. Non, les amis que l'on s'est fait en mer, mais c'est C'est solide, du solide. c'est du solide. Voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé tous ceux qui nous disaient ah, vous nous faites rêver. Je serais pas capable de le faire. Mais vous l'avez fait. Contrairement à ceux qui disent ah oui, mais vous pouvez vous le permettre. Alors, on peut se le permettre, peut-être financièrement, mais je pense qu'on peut se le permettre parce que c'est un choix, parce que Oui. il faut accepter de tout laisser derrière et puis d'aller de l'avant sans savoir comment ça. Enfin, il faut oser, voilà, faut oser. Donc, je pense pas que ce soit de la chance. Je pense que. Et depuis combien de temps vous êtes rentrée? Alors, nous sommes rentrés en 2017. Voilà. Et on s'est installé 3 ans au Québec parce que nos enfants faisaient leurs études là-bas. Donc, on voulait accompagner le dernier. En fait, on s'est arrêté. Nous, personnellement, on aurait bien, avec Robert Louis, continué à naviguer. Mais on voulait accompagner il était plus possible de faire le CNED à bord parce que le CNED demandait
maintenant des recherches Internet, d'envoyer des fichiers, chose qu'on ne pouvait pas faire. D'accord. Et on ne voulait pas se mettre en marina et que Oscar Louis passe ses journées enfermé dans sa cabine. Ça n'avait plus aucun intérêt Oui. de naviguer. Oui. Donc, nous sommes rentrés sur Montréal pour qu'il puisse faire son lycée à terre. Alors là aussi, je peux juste raconter la petite anecdote parce que c'était vraiment un Indien dans la ville, le pauvre Oscar Louis, parce qu'il avait toujours été à l'école pieds nus, que ce soit en Afrique du Sud ou sur le bateau, et qui s'est retrouvé à 16 ans dans un lycée français avec 2500 élèves, à apprendre ce que c'est qu'un proviseur, qu'un CDI, que des salles de classe. Et pendant 15 jours, là, il a été un petit peu perdu. Et il vous l'a pas reproché? Il n'y a pas eu de reproche? Alors, il n'y a pas eu de reproche. Non, parce que de toute façon, il n'avait pas le choix, quelque part. Il fallait qu'il passe son bac. Il s'est adapté. Il s'est adapté. Et est-ce que vous avez le projet de repartir en bateau? Oui, il est quelque part dans notre tête. Mais si on repart, ça sera pas dans les mêmes conditions. D'abord parce qu'il faut jamais faire de réchauffer. Et les amis qui ont continué à tourner, parce qu'on a pas mal de bateaux copains qui continuent à tourner, et à chaque fois qu'ils repassent quelque part, mais à l'unanimité, ils nous disent que c'est pas, c'était moins bien. Alors si on le fait, on fera autre chose, un autre. Et puis la vie passe. Les enfants ont grandi, donc là c'était un projet familial. Là, ça sera un projet de couple de retraités, bientôt grands-parents, ce qui entraîne d'autres responsabilités. Donc on repartira, c'est sûr, mais pas pour vivre sur un bateau, mais pour faire de belles escales. On se réécoute un petit peu de Rod Stewart. Like a bird across the sky. I am flying, passing high clouds to be where you, to be free. Can you hear me? Can you hear me? Through the dark night, far away, I am dying, forever crying, to be with you. Who can say? C'est toute notre jeunesse dans cette chanson. To be with you, to be free. Et c'est ça. Oui. Quel conseil tu donnerais à des gens qui veulent partir en voyage en famille, en bateau, faire le même projet que vous avez fait? De foncer. D'y aller. D'y aller, et puis en se laissant toujours la liberté de revenir si ça marche pas. Mais il faut y aller. Vraiment, je crois qu'il faut aller au bout de ses rêves. Et puis si c'était pas le bon rêve, on en fait un autre. Mais Joli. vraiment, et je crois qu'il faut pas dire mais c'est pas le moment. Ah ben non, parce que là je peux. Ça, c'est jamais le moment. Mais même quand on est parti, c'était jamais le moment. Le bateau était pas prêt. Il aurait jamais été prêt parce que on se fixe des contraintes et des objectifs. Et à un moment, tant pis. Ces formulaires étaient pas remplis. C'est pas grave, on les remplit, ils seront remplis plus tard. Mais à un moment, il faut foncer parce que on n'est jamais prêt. On n'a jamais le spectre complet. Voilà. Et donc, l'arrivée dans la région, l'installation dans la région, pour vous, finalement, ça n'a pas été la fin de votre aventure, mais le début d'une autre. Exactement. Alors déjà, le Canada, on a vécu 3 ans pour accompagner Oscar Louis jusqu'au bac. Et là, ça a été une vraie aventure parce qu'on a quand même vécu 6 ans et demi au soleil, voilà, sous les tropiques. Et là, de se retrouver par moins 23, moins 25. Alors nous, on l'a vraiment pris parce que tout le monde nous posait la question, mais où est-ce que vous allez vous installer? Où est-ce que vous allez vous poser? Où est-ce que vous allez mettre vos sacs à terre? Et ensuite, encore un petit peu d'aventure au Canada, parce que c'était le grand froid et on a profité de tous les attraits du Canada en hiver, comme une aventure, mais comme une aventure, la même qu'en navigation. Et puis après, effectivement, pour se poser vraiment, alors ça, on s'est posé en achetant une maison à Pornic, parce que ça c'est notre numéro 2, Pierre Loïc, qui nous avait dit, écoutez les parents, on vous aime. Oula, jusqu'où ça va aller ça commence bien déjà, on vous aime. Bien, on vous aime. Mais on a quelque chose à vous demander. On sait que vous avez la bougeotte, que vous aurez envie de repartir. Mais nous, on aimerait bien avoir un lieu où on puisse se retrouver
laisser nos affaires, nos BD, nos souvenirs, nos photos. Et puis, même si vous n'êtes pas là, un endroit qui aurait l'odeur de la famille. Ah, Quand on a un enfant qui vous dit ça, eh bien là aussi, on se remet en question. On se dit alors, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Et voilà comment on a acheté notre pied-à-terre à Pornic. C'est plus qu'un pied-à-terre, parce que oui. c'est notre ancrage maintenant. Ouais, et puis vous avez votre place, vous vous êtes fait beaucoup d'amis. Et Et en fait, vraiment, maman m'a toujours dit qu'on dit pas adore. Mais j'ai adoré. On adore notre vie à Pornic, on adore la Oui. taille de la ville, on adore les gens, on adore le le dynamisme, dynamisme ce de, qui de- s'y de passe, cette, ouais. de cette petite cité balnéaire. Ouais. Vraiment. Je vais parler un peu de ton livre, enfin de votre livre, parce que c'est un livre qui a été écrit à quatre mains avec ton mari Robert Louis, Oui. qui s'appelle Banana autour du monde. C'est quoi Banana? Alors, banana, je vais être un peu vulgaire, mais c'est la reconnaissance du ventre. Parce qu'on a fait toute notre carrière professionnelle dans la banane. On est en mûrisseur de bananes et ensuite vendeur de bananes et ensuite de fruits. Donc, comme c'est le business de la banane qui nous a permis de nous construire un beau bateau, on l'a appelé Banana. Et depuis, tous nos bateaux s'appellent on banana. Après banana, on a eu Bananita parce qu'elle était tellement petite, c'est un monocoque D'accord. petit, donc on l'avait appelée Bananita. Et puis maintenant, on a Banana Land. Voilà. Et donc c'est un livre qui a été édité à compte d'auteur, donc Oui. qui se retrouve pas encore dans les librairies, un jour peut-être. Ah si, Si. il est à l'encre bleue. Ah. Et Yann L'Aigle, là, il en a vendu beaucoup. Voilà. Ah bah alors allez à l'encre Ah oui, oui, bleue. oui. Alors moi je l'ai commencé, rien que le début, les premières pages, j'ai ri. Donc je me suis dit, c'est bien. Non seulement c'est le récit d'une belle aventure, mais on va bien s'amuser, on va bien rigoler. Voilà, je vous conseille d'aller à l'encre bleue et puis de jeter un coup d'œil. Et ce livre, en fait, est parti de ce que vous écriviez aux gens qui étaient en France ou à vos amis. Vous racontiez en fait votre aventure au fur et à mesure et c'est eux qui ont dit, allez-y, posez vraiment par écrit tout ce que vous nous avez envoyé. Exactement, exactement. Et puis en fait, on voulait faire un recueil pour les enfants et les amis qu'on avait rencontrés autour du monde pour voilà, que tout le monde ait un souvenir de l'expérience ensemble. On nous a demandé de mettre tout ça par écrit d'une manière plus formelle parce que ça pourrait intéresser en fait ceux qui ont le projet de partir ou qui ont juste envie de rêver. Oui. Et parce que en fait, il est assez, c'est un peu pompeux ce que je veux dire, mais il est assez complet parce qu'on a mis aussi la pharmacie on est parti quand même 6 ans et demi avec des enfants, il y en a un qui était allergique à la pénicilline. Enfin, je veux dire, il fallait une pharmacie très complète et surtout accessible pour tous les cas de. On a eu beaucoup de chance. On n'a pas eu de pépins de santé. On n'a pas eu à s'en servir. Pas beaucoup, mais elle était très très complète et c'est souvent quand on part comme ça autour du monde en milieu isolé, la constitution de la pharmacie est une grosse partie. Ah oui. Donc il y a la constitution de la pharmacie et il y a des recettes de cuisine à Voilà, chaque chapitre. j'allais en parler. Parce que quand on m'a offert des bouquins de recettes pour partir et qu'au milieu de l'Atlantique ou du Pacifique, je me suis retrouvée avec, alors pour 10 centilitres de crème fraîche, 3 feuilles de basilic Ah non, là les copines, je vous adore, mais ça va pas être possible. Moi, je suis tombée sur la recette de la banane Flambée. flambée. Ça m'a donné faim, Ah bah, rien il que y de a- lire la il y a- recette. il y a toujours eu des bananes à la maison, de toute façon. Et il y a toujours eu du rhum sur le bateau. Donc, oui, donc c'est des recettes. Et en plus, la cuisine a une grosse importance à bord. D'abord parce qu'elle rythme la vie du bord. Pour le moral des troupes, pour Oui, le moral de C'est l'équipage, important. c'est vachement important. Parce que quand le temps est gris, parce que c'est pas vrai qu'on a été sous le soleil, avec sous une mer plate Tout le temps, ouais. pendant 6 ans et demi. Non, on a essuyé du gros temps et tout. Et donc, la nourriture confort est très importante. Et on n'avait pas du tout envie d'ouvrir des boîtes de conserve. J'ai essayé de faire les recettes que je faisais à bord et qui demandent pas grand-chose, mais des choses voilà, fraîches et bien préparées. Voilà. Mais c'est vrai que moi, j'ai souvent du mal à me mettre dans un livre. Et là, je dois avouer que je m'y suis mise tout de suite. Donc, C'est gentil. merci pour Banana autour du monde. Et il y a beaucoup de photos aussi. Oui. Il y a Donc, beaucoup de photos. Et il y a les cartes, parce que Oui. c'est important. Oui. Oui. Ouais. Parce que dans ce voyage, en fait, oui, c'est une autre chose qui est importante à souligner. J'avais beaucoup d'expectations sur certaines destinations qui me faisaient rêver. Je pense à Bali, des destinations vraiment... Et en fait, quand on arrive sur place, on est tellement déçus. Et par contre, d'autres auxquelles on n'avait absolument pas pensé et qui se sont avérées être des révélations. Et je me dis, le monde, il est Ouais. extraordinaire. Ouais. On arrive un peu à la fin de notre émission. J'ai l'habitude Ah, de pardon. soumettre mes invités
à un petit portrait chinois voilà, pour qu'on la connaisse un petit peu mieux. Donc, si tu étais un plat. Je serais une ratatouille Mmh. parce que c'est coloré et qu'il y a des bienfaits à l'intérieur. Et c'est facile à faire. Ouais. Un animal, si tu étais un animal. Oui, alors en plus, c'est mon animal fétiche, je serais une girafe. Ah, D'abord, Sophie la girafe, elle est née la c'est même année vrai. que moi. Ah oui, d'accord, Et en je ne plus, savais c'est pas. un animal qui est très social, contrairement à ce qu'on D'accord. croit, et qui en plus se débrouille tout seul pour manger, parce qu'il va piocher, enfin, il va piocher, non, il va récolter en haut des arbres ce que les autres ne trouvent pas en bas. Intéressant. Je vais être obligée de prendre le même animal puisqu'on est de la même année, on s'est découvertes de la même année. Si tu étais un livre. Ah, un livre. Eh bien, je serais le dictionnaire des amoureux de la mer et de l'aventure. Ah, je lis. Voilà. Je lis. J'irai regarder. Si tu étais une chanson. Ah, bah, je serais Dès que le vent soufflera de Renaud. Ah Voilà. oui. Me Oui. touche terriblement. Oui, oui, puis que notre génération connaît bien, c'est Aussi. vrai. Ouais, ouais, ouais. Et Si- puis avec sa voix, quand il la chante avec sa voix profonde, là, mais Oui. c'est toute la mer qui arrive. Vous l'avez écouté en mer? Tout le temps. Si tu étais une fleur, une plante ou un arbre. Bah, ça aussi, c'est ma fleur fétiche, c'est le tournesol. Ah, Parce que le tournesol, bah, il est gai, il se tourne vers le soleil, il en a besoin pour grandir. ça te correspond bien. Je te connais pas beaucoup, mais ça te correspond bien. Si tu étais une personne célèbre. Alors là, quand on a un petit peu préparé l'émission, je peux le Oui, dire, hein, que oui. j'ai du mal avec les personnes célèbres, parce qu'à partir du moment où elles sont célèbres, on leur colle une image, et c'est tout ce que j'aime pas quand on vous colle une image à la peau. C'est pas vrai, une personne, c'est quelqu'un qui est... voilà. Mais par contre, j'ai quand même trouvé quelqu'un. J'ai trouvé, ça c'est mon petit côté féministe, c'est Jeanne Barret. Je sais pas si vous en avez entendu parler. C'est la première femme à avoir fait le tour du monde, D'accord. mais en se faisant appeler Jean Barret, Ah. déguisée en homme. Elle était sur le bateau, sur la boussole de Bougainville pour l'expédition Bougainville D'accord. qui a fait le tour du monde. Oui. Et comme les femmes n'étaient pas bienvenues à bord, elles étaient même interdites, elle s'est déguisée en homme et elle a fait le tour du monde déguisée en homme en se faisant appeler Jean Barret, et c'est Jeanne Barret. Et en fait, elle a été honorée pour les Jeux Olympiques 2024 quand ils D'accord. ont érigé Oui. tu sais, Les portraits de femmes. les portraits de oui. femmes devant Ouais. l'Assemblée. Oui. Eh bien, il y avait Jeanne Barret. Et donc, D'accord. 200 ans plus tard, elle est enfin reconnue. Et quand on Et en avait plus, c'était une biologiste. C'était une. Ah oui, d'accord. c'était une femme. J'irai regarder Ah oui. ce qu'on dit sur cette femme. Et tu m'avais parlé de ta fille aussi. Alors, j'ai parlé. Ouais. Je sais pas si elle serait contente que je parle d'elle. Ah. Oui, parce que en fait, j'ai une fille qui est très nature, donc c'est elle qui nous avait demandé si on lui voulait pas sa jeunesse, qui est très féministe, qui est très écologiste, mais dans le bon sens du terme, pas dans le sens politique du terme. Et c'est le genre de personne, et c'est pas parce que c'est ma fille, mais qui me donne confiance en l'avenir et Oui. en la jeunesse. J'espère que ça sera une femme célèbre, enfin célèbre dans le sens où elle fera avancer elle fera avancer le monde. Joli, Ouais. très joli. Merci Sophie pour tout ça, pour tout ce témoignage. C'est vrai que Merci. j'ai pas vu passer le temps avec toi. Est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais rajouter? Oui, un grand merci pour cette émission, en fait, qui fait parler les femmes et qui leur fait ouvrir le cœur. Merci à toi. Voilà. J'essaye, j'espère que Donc, d'autres bonne femmes chance viendront. pour Oui. toutes les autres invités. Merci, Ils auront j'espère la que chance d'être invités. j'espère que d'autres femmes viendront ouvrir leur cœur. Et justement, tu me fais ma transition. Je voulais vous parler. Donc, déjà, vous retrouvez Femmes dans tous ses états le premier vendredi de chaque mois à 18h, avec rediffusion le troisième vendredi à 18h, à chaque fois avec une nouvelle invitée. Je rappelle que vous pouvez participer, si vous souhaitez participer à l'émission. Vous envoyez un mot à secrétaire@jadefm.fr. Et puis, on se retrouve également le mardi 10 mars pour la journée des droits des femmes sur Jade FM. On vous en reparlera sur Jade FM, on en parlera, mais on prépare une journée spéciale. Sophie, on va écouter cette dernière musique que tu as choisie. Christopher Cross, est-ce que tu veux nous en dire deux mots? C'est juste. Alors, déjà, quand on navigue, enfin, on est très contemplatif. Et en contemplant la mer, j'ai cette musique dans les oreilles. Et dès que je l'entends, ça y est, je m'évade. Voilà. Et tu veux nous redire le titre? C'est Sailing, Christopher Voilà. Cross. Merci Sophie, merci d'être Merci venue. Véronique, merci pour cette belle émission. Au revoir.
not far down to paradise. At least it's not for me. And if the wind is right, you can sail away and find tranquility. Oh, the canvas can do miracles. Just you wait and see. Believe me. It's not far to Never Never Land. No reason to pretend. And if the wind is right, you can find the joy of innocence again. Oh, the canvas can do miracles. Just you wait and see. Believe me. Sailing takes me away to where I've always heard it. Just a dream of the wind that carried me. Soon I will be free. Fantasy, it gets the best of me when I'm sailing. All caught up in the reverie. Every word is a symphony. Won't you believe me? Sailing takes me away to where I've always heard it. Just a dream of the wind to carry me. Soon I will be free. Well, it's not far back to Santa Cruz. At least it's not for me. And if the wind is right, you can sail away and find serenity.